Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode numéro 22 du coup de Tsunami IA, toujours heureux de vous retrouver chaque semaine pour vous donner un petit peu les dernières nouvelles de l'actualité IA. Ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on s'ennuie jamais, il se passe toujours plein de choses d'une semaine à l'autre, donc j'ai toujours énormément de choses à vous raconter dans la section news en tout cas du podcast. Mais avant de lancer la section news du podcast, je voudrais vous remercier encore une fois pour tous vos supports, vos messages de support, vos likes, etc. sur les différents réseaux, que ce soit sur la chaîne YouTube maintenant, où on a des épisodes en vidéo, mais aussi sur toutes les autres plateformes de podcast, Spotify, Apple TV, etc. N'hésitez pas à continuer à me laisser ce genre de commentaires et de retours, c'est ça qui m'aide aussi moi à faire développer le podcast, et j'aimerais vraiment pouvoir introduire de plus en plus, vraiment introduire des invités en fait dans le podcast. Je suis vraiment en train de m'organiser pour avoir des invités dans les prochains épisodes et avoir justement pas mal de suivi sur le podcast, ça va m'aider à avoir des bons invités pour la suite. Donc vraiment n'hésitez pas à continuer à faire la petite promo et à en parler autour de vous. Et dernier petit point sur la partie remerciements, j'ai reçu un message de Kyriaki, donc merci à elle de m'avoir envoyé un message qui me posait des questions sur les outils gratuits que les intelligences artificielles pouvaient utiliser dans le cadre de PME. Donc j'ai pas eu le temps cette semaine de faire un bon listing de toutes les applications un peu intéressantes en termes d'intelligence artificielle auxquelles on peut avoir accès gratuitement, mais je vais essayer de préparer ça pour la semaine prochaine, pour que je pense qu'on fera ça dans la section l'IA de la semaine, et je vous ferai un petit listing des outils que je préfère en termes d'utilisation d'IA gratuite, et surtout je vous mettrai des petits liens dans la description du podcast et dans la description de la vidéo YouTube pour que vous puissiez y accéder. Et testez vous aussi tous ces outils gratuits, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles gratuitement aujourd'hui, avec des outils qui sont assez pertinents. Mais sans plus tarder, on va démarrer sur la partie news avec une première news qui concerne Sam Altman, encore lui, qui donc du coup est le CEO d'OpenAI et qui retrouve sa place dans le conseil d'administration de l'entreprise suite à une décision qui a été annoncée vendredi. Donc cette réintégration fait suite à une période de trouble marquée par son licenciement puis sa réembauche rapide par OpenAI. Une enquête interne a par ailleurs conclu à la faute de son licenciement. Altman, le conseil d'administration a accueilli 3 nouveaux membres, en plus que Sam Altman. Sue Desmond-Hellmann, ancien CEO de la Bill and Melinda Gates Foundation, Nicole Seligman, ex-président de Sony Entertainment, et Fidji Simo, CEO d'Instacart. Ils rejoignent Bert Taylor, ancien co-CEO de Salesforce, et Larry Summer, ancien secrétaire du Trésor des États-Unis, venus consolider l'équipe après les événements du 23 novembre 2023. Donc pour rappel, en novembre 2023, ce qui s'était passé, c'est que Sam Altman s'était fait virer par l'ancien conseil d'administration, et puis quelques jours après, il avait réintégré OpenAI. C'était un petit peu ça avait fait pas mal de buzz sur tout ce qui est domaine tech et actualité IA, puisque on avait été assez étonnés de cette décision du conseil d'administration. Entre-temps, les personnes qui ont demandé à ce que Sam Altman soit renvoyé ont démissionné du conseil d'administration, et donc du coup il y avait pas mal de sièges vacants, et c'est pour ça que là on a pas mal de nouveaux membres qui ont été cités. Et donc du coup ils interviennent dans un contexte où Sam Altman est devenu le visage de l'explosion de l'intelligence artificielle, suite au lancement notamment de ChatGPT en novembre 2022. Mais sa destitution soudaine par le conseil d'administration avait menacé de provoquer une vague de démissions au sein de l'entreprise. On en avait parlé justement à l'époque, où on avait quasiment la totalité des employés de OpenAI qui avaient signé une pétition pour réintégrer Sam Altman. Donc en tout cas maintenant c'est officiel, il a réintégré le conseil d'administration. On peut aussi noter qu'on a une personne qui travaillait avant dans la fondation de Bill and Melinda Gates qui rentre aussi dans ce comité d'administration, donc je pense quelqu'un qui a des liens assez étroits avec Microsoft, mais c'est qu'une supposition, en tout cas on sait que Microsoft a des gros intérêts dans OpenAI, donc on verra aussi comment tout ça pourra évoluer.
Ensuite, on passe à la nouvelle suivante qui concerne Google, qui est en train d'essayer de combattre le spam des IA dans les résultats de recherche. Donc, ils sont en train de mettre en place des modifications dans leur système de classement, donc le classement des pages qui sort quand on fait une recherche Google, pour mieux filtrer le contenu de qualité des résultats de recherche en réduisant de 40% le contenu jugé inutile. Ces changements effectifs dès maintenant ciblent la production massive de contenu de faible qualité, l'abus de réputation de sites respectables et l'exploitation de domaines expirés. Google donne 60 jours aux sites abusant de leur réputation pour se conformer avant l'application des modifications de classement. Et cette initiative, elle fait partie des efforts de Google pour maintenir un écosystème d'information de qualité et combattre l'invasion du contenu généré par IA. Puisqu'effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que énormément de sites internet se sont mis à créer du contenu optimisé SEO, donc Search Engine Optimization, ce qui fait que c'est du contenu qui va avoir tendance à faire ressortir les sites internet sur Google, justement. Mais c'est du contenu qui est dans la majorité des cas pas qualitatif. C'est quelque chose qui est généré avec du chat GPT ou autre, et c'est du contenu assez standard, on va dire. Et donc du coup c'est un souci que là ils sont en train d'essayer de corriger, ou en tout cas de réduire, puisqu'on se retrouve avec des sites internet qui se retrouvent en top des classements, mais pour lesquels le contenu est au final souvent de très mauvaise qualité. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. De toute façon, je pense que les moteurs de recherche sont amenés à énormément évoluer avec maintenant l'arrivée des large language models. À l'occasion, vous pourrez tester déjà Perplexity AI, qui est un des moteurs de recherche intelligence artificielle. Il y a aussi Bing qui a intégré du coup maintenant plus ou moins les technologies de OpenAI avec la recherche liée au modèle ChatGPT aussi. Donc voilà, on voit que les moteurs de recherche sont en train d'évoluer. Google reste quand même ultra dominant sur ce marché-là, et les personnes continuent de se servir de Google quotidiennement, mais c'est quelque chose qui de toute façon va évoluer. Donc il y a en fait une fenêtre de tir là où effectivement les personnes ont pu créer énormément de contenu avec de l'intelligence artificielle. Mais cette fenêtre de tir est un peu en train de se refermer, puisque Google maintenant est en train d'essayer d'éviter de mettre en avant ce genre de site. Au final, on va vraiment chercher de plus en plus du contenu qui est créé par des humains, parce qu'on a de plus en plus de contenu créé par des IA, et c'est pas forcément le contenu le plus pertinent. Pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui évoluera, on en parlait un petit peu dans le dernier épisode. Bref, on enchaîne sur la prochaine news qui nous parle de la France cette fois-ci, avec un déploiement d'un supercalculateur en 2025 dédié à l'intelligence artificielle militaire et au traitement de données classifiées, annoncé par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Cet équipement, qui sera le plus important en Europe dans son domaine, aura pour mission principale de traiter des informations secrètes, notamment du secret défense, et soutiendra également les entreprises françaises de la base industrielle et technologique de défense. Avec un investissement estimé entre 200 et 300 millions d'euros, le superordinateur vise à positionner la France comme un leader de l'IA militaire en Europe. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de la France pour maîtriser les technologies de pointe de manière souveraine, évitant ainsi de dépendre d'autres puissances. Outre le supercalculateur, la France ambitionne également d'acquérir 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels d'ici 2032. L'annonce fait partie de la présentation de la stratégie militaire sur l'IA, incluant la création d'une agence ministérielle dans l'IA de défense dotée d'un budget annuel de 300 millions d'euros et comptant 300 spécialistes. Cette agence, prévue pour être lancée d'ici à l'été 2024, vise à orienter, anticiper et accélérer l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Donc voilà, l'intelligence artificielle, ça devient un sujet stratégique hyper important, et donc effectivement, je pense que chaque pays, et la France y compris, essaye de garder un maximum de souveraineté sur ce genre d'utilisation. Et on l'a dit, pour avoir une bonne intelligence artificielle, il faut des données et il faut de la puissance de calcul. Donc là, dans un cadre militaire, je pense que les données, ils les ont déjà. Surtout que là, on parle de données qui sont secret défense, donc c'est des choses qui sont du coup bien compartimentées et bien gardées dans les systèmes d'information militaires. Et donc ces données-là, maintenant, ils vont avoir besoin de les exploiter avec des intelligences artificielles. Et pour pouvoir avoir une intelligence artificielle la plus adaptée possible, probablement même créée de toutes pièces, il faut un super ordinateur pour pouvoir calculer et entraîner le modèle. Et donc ça fait sens effectivement de se retrouver avec des supercalculateurs de ce type. Alors on n'a pas l'info, mais moi ça m'étonnerait pas que ce supercalculateur il utilise des GPU de chez Nvidia, et on en parlait aussi sur les épisodes précédents. C'est pour ça que l'action de Nvidia fait que monter, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu les leaders sur les processeurs graphiques qui sont les processeurs les plus adaptés à disposition aujourd'hui pour faire de l'entraînement d'intelligence artificielle, même si on voit qu'il y a des concurrents comme
comme Grok, dont on avait déjà parlé, qui sont en train d'arriver avec des processeurs de calcul mieux optimisés pour l'entraînement de large language model ou d'IA en général, hein, et qui du coup permettrait aussi un petit peu de stopper cette hégémonie que Nvidia a aujourd'hui. Ensuite, on a une news qui vient de l'UNESCO, qui donne dans une récente étude qu'elle a effectuée et qu'elle a publiée le 7 mars. Cette étude, en fait, elle révèle des préjugés sexistes dans des modèles d'intelligence artificielle tels que GPT-2, GPT-3.5 et Llama 2 de Meta. En particulier, dans leur façon d'associer les genres à des stéréotypes professionnels et sociaux. L'enquête indique une tendance à lier les noms féminins à des termes tels que maison ou famille et les masculins à commerce ou carrière. De plus, les récits générés sur des personnages de différentes origines et genres ont souvent recours à des stéréotypes avec une représentation inégale et réductrice des femmes. Face à ces constats, l'UNESCO critique le manque de diversité dans les équipes d'ingénieurs de l'IA, soulignant que seulement 22% des professionnels dans ce domaine sont des femmes. Pour combattre ces biais, l'organisation recommande une augmentation significative de la diversité au sein des équipes de développement et appelle à une régulation accrue pour promouvoir une IA éthique. Ces mesures visent à réduire les inégalités dans le monde réel, amplifiées par la présence des préjugés sexistes dans le contenu généré par IA. Donc les biais dans les intelligences artificielles, c'est un vaste sujet éthique qu'on va revoir arriver régulièrement. Donc là, ce que l'UNESCO a détecté, c'est concrètement un biais qui se répète via les modèles. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en plus, il n'y a pas qu'une seule société qui est touchée, puisqu'ils ont testé GPT, mais aussi Llama 2 de Meta. Et donc le problème de fond, à chaque fois, c'est qu'on a des datasets, généralement, donc les données de départ, qui contiennent déjà ces biais, et la grosse difficulté, c'est de réussir à avoir un modèle qui, en sortie, ne reproduit pas ces biais. Et bien souvent, soit dès le début, on a des données qui sont les plus neutres possibles, les moins biaisées possibles, mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec peu de données, et si on n'a pas assez de données, c'est très compliqué d'entraîner le modèle. Soit ce qu'on fait, c'est qu'on fait derrière du fine-tuning, donc on va essayer d'optimiser le modèle pour que qu'il évite de répéter les biais qui viennent de son dataset. Et c'est aussi une tâche qui est assez difficile, puisqu'il faut savoir où placer le curseur et comment bien faire l'entraînement. Et on l'a vu la semaine dernière avec Gemini, qui sur sa génération d'images était complètement à côté de la plaque. Le curseur peut aussi être placé trop loin du mauvais côté, et on se retrouve après avec une intelligence artificielle qui nous fait des erreurs complètement des erreurs historiques. On avait les pères fondateurs qui étaient représentés par une femme. On avait des soucis qui faisaient que l'intelligence artificielle était incapable de redonner des images qui étaient dans leur contexte historique. Donc voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Bon, c'est vrai que là, ils révèlent dans leur étude qu'il y a uniquement 22% des professionnels dans le domaine qui sont des femmes. Je suis pas certain que ce soit vraiment ça le cœur du problème avec les biais sur l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ce serait toujours mieux que les équipes qui travaillent sur ces projets-là soient plus diverses, mais le problème de fond, c'est comment bien optimiser ce fine-tuning. Donc c'est surtout au niveau de la partie fine-tuning que c'est important, je pense, d'avoir des équipes qui sont le plus diverses possible et qui en tout cas sont en train de travailler pour limiter au plus ces biais. Mais ce sera un sujet qui de toute façon est très difficile à traiter, puisque le problème de fond, c'est qu'on a des données qui de toute façon ne sont pas suffisamment épurées de tous ces biais. Et donc tant qu'on aura des données qui dès le départ ont des biais, c'est très difficile derrière pour la suite de ne pas répéter ces biais. Ensuite, la prochaine news concerne les enseignants qui utilisent aussi ChatGPT pour faciliter la correction des devoirs. Une enquête publiée par Axios révèle que certains professeurs américains ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle, notamment un service basé sur ChatGPT appelé Writable, pour alléger leur charge de travail en matière de correction de devoirs. Writable, qui a été acquis par une importante maison d'édition scolaire, permet de corriger automatiquement les copies et d'ajouter des commentaires préliminaires que les enseignants peuvent ensuite ajuster. Ce service, qui vise à économiser du temps pour les enseignants du CE2 à la terminale, soulève cependant des questions sur l'efficacité et la personnalisation du soutien pédagogique, la fiabilité de l'IA qui peut parfois mal interpréter les réponses des élèves et le risque de surévaluer ou de sous-évaluer les travaux sont des préoccupations majeures. De plus, l'utilisation de l'IA par les enseignants pour corriger les devoirs pourrait compromettre leur position contre la triche des élèves utilisant des outils similaires. Donc c'est assez intéressant, Quand ChatGPT est arrivé, on a vu de nombreux élèves s'accaparer la technologie et l'utiliser pour effectuer leurs devoirs. Et effectivement, là, on se rend compte que du côté des enseignants, c'est aussi quelque chose qui est très utile de leur côté. Donc,
Moi, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce genre de solution, hein. Au final, est-ce que l'enseignant, là où il a le plus de valeur ajoutée, c'est dans la correction de ses copies? Je suis pas sûr que ce soit là où ce soit le plus pertinent. Alors après, c'est vrai que c'est toujours important qu'il ait quand même un regard sur ces informations-là, mais le fait que la majorité du travail soit fait par une IA, et peut-être que derrière que l'enseignant n'ait qu'à repasser un petit peu pour vérifier que tout est bon, personnaliser le commentaire, s'assurer que voilà l'information correcte globale est cohérente, je trouve pas forcément ça déconnant. En tout cas, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que c'est pas là en tout cas où je pense que les enseignants ont le plus à offrir. Je pense qu'ils auront plus d'intérêt à passer du temps à travailler sur leurs cours, passer du temps avec les élèves, peut-être aussi réussir à faire des cours plus personnalisés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le milieu de l'éducation va énormément évoluer grâce à l'intelligence artificielle. On en a déjà parlé dans de nombreux épisodes. Petit à petit, c'est des choses qui sont en train d'arriver, et on verra comment ces technologies pourront être absorbées par l'éducation, et à quel point elles auront un intérêt pertinent ou pas, hein, pour faciliter tout ça dans le futur. La prochaine news concerne le Brésil, qui s'attaque à l'intelligence artificielle et à la désinformation avant les élections. Donc face à la propagation de la désinformation et l'émergence des deepfakes, le Brésil renforce sa réglementation sur l'usage de l'intelligence artificielle en période électorale. Le tribunal supérieur électoral a interdit les deepfakes durant la campagne des municipales et exigé une transparence pour tout usage électoral de l'IA. Cette mesure vise à protéger l'intégrité du processus démocratique et à combattre la manipulation de l'opinion publique. Parallèlement, une proposition des lois au Parlement cherche à réguler l'IA dans divers secteurs pour prévenir les risques de discrimination, notamment dans la sécurité et la reconnaissance faciale. Ces initiatives montrent la volonté du Brésil de naviguer prudemment dans l'ère de l'IA, tout en préservant les droits individuels et la démocratie. Donc on en parlera, je crois que j'ai une autre news qui parle aussi de ça. 2024, c'est une année où il y a énormément d'élections dans le monde entier, et effectivement les deepfakes sont un vrai risque pour toutes ces élections, et donc je trouve que c'est assez pertinent que les États s'en inquiètent, et effectivement au final, est-ce que c'est pas mieux de les interdire tout simplement dans un premier temps, le temps qu'on ait des meilleures technologies pour les détecter, et surtout que on ait formé entre guillemets le plus de personnes possible à ces technologies pour que les personnes aient conscience de ce qu'on soit capable de faire avec les deepfakes aujourd'hui. C'est pas forcément la mauvaise chose à faire. Donc en tout cas, on verra comment au Brésil ça se passera, mais contrairement à ce qui a pu se passer en Argentine, où là il y avait eu des deepfakes qui avaient été utilisés pendant les élections, là en tout cas au Brésil ce sera pas le cas, et donc on verra si il y a quand même une influence liée à tout ça dans les élections. La prochaine news concerne Claude 3. Donc c'est le dernier modèle d'IA d'Anthropic, Claude 3, qui s'est révélé être un concurrent de taille, surpassant GPT-4 et Gemini de Google dans divers benchmarks. Donc Claude 3 il est disponible en 3 versions, la version Opus, Sonnet et Haiku, et elles répondent à différents marchés et objectifs, avec Opus en tête pour les connaissances et le raisonnement au niveau licence et master. Les modèles de Claude 3, Opus et Sonnet sont désormais accessibles dans 159 pays. Alors, petit aparté, dans ces 159 pays, il n'y a aucun pays européen, ce qui fait que aujourd'hui, Claude, il n'est pas accessible en Europe et en France. Ce qui est un peu agaçant, puisque malgré toutes mes tentatives de mon côté, j'ai essayé de me créer un compte avec VPN américain, avec numéro de téléphone américain, je ne sais pas pourquoi, ça bloque, j'arrive pas à finaliser la création du compte, donc je n'ai pas pu tester Claude 3 pour l'instant, et j'aimerais beaucoup pouvoir le tester, puisque en fait, l'intérêt de Claude 3, c'est qu'il est capable de gérer des très grands volumes de tokens, son espace de travail est très élevé, donc contrairement à GPT-4 actuellement, il a la capacité d'aller récupérer beaucoup de données sur des grands volumes de données. Si on lui donne des documents de plusieurs dizaines de pages, il va être capable de bien comprendre toutes ces informations et de les garder en mémoire, contrairement à GPT-4 qui parfois peut avoir un peu cet effet de mémoire de poisson rouge, où au fur et à mesure qu'on lui donne beaucoup de données, il se retrouve à oublier ce qu'on lui avait dit au début. Donc en tout cas, pour terminer la news, ils ont un de leurs modèles qui s'appelle Haiku, qui est plus destiné aux développeurs, et contrairement à ses prédécesseurs, Claude 3 il introduit également des capacités de vision lui permettant d'analyser des images, des graphiques et des diagrammes, ce qui améliore encore ses performances dans la compréhension des diagrammes mathématiques et scientifiques. Donc le benchmark il révèle la supériorité de Claude 3 dans des domaines tels que les connaissances de premier cycle, le raisonnement de deuxième cycle et la connaissance commune, indiquant des niveaux de compréhension proches de l'humain. Anthropic met l'accent sur les mises
mise à jour et l'amélioration continue, soulignant un engagement envers la sécurité de l'IA et l'alignement des développements de l'IA avec des résultats sociétaux positifs. Ce qui est quand même intéressant, c'est que pourquoi Anthropic évite l'Europe aujourd'hui, je pense que c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'avoir quelque chose qui est aligné avec les politiques de RGPD, donc de protection des données privées. Donc je trouve ça assez marrant que dans leur communiqué, ils soulignent le fait que voilà, ils mettent l'accent sur la sécurité des données des utilisateurs, quand on voit qu'ils évitent l'Europe, qui est effectivement une des zones géographiques où il y a des fortes contraintes sur la protection des données de chaque utilisateur. Donc j'espère qu'ils finiront par arriver en Europe. Je vais pas abandonner, je vais quand même essayer de trouver d'autres façons d'essayer de le tester pour vous donner aussi mon avis d'ici le prochain épisode. Ce que j'ai eu en tout cas sur les premiers retours de benchmark, c'est que les benchmarks ça reste des benchmarks, et donc même s'il a des meilleurs scores que GPT-4, déjà quand ils ont comparé les scores, on ne sait pas sur quelle version exacte de GPT-4 ils ont comparé Claude 3, il y a plusieurs versions de GPT-4, donc il faut voir à quelle version ils vont comparer. Entre la toute première version qu'on a eu de GPT-4 et les versions qui sortent actuellement, il peut y avoir des écarts de performance. Et le deuxième sujet que je vois, c'est que les benchmarks ça reste des tests un petit peu arbitraires, et moi je préfère plutôt me fier au retour des utilisateurs, et sur les premiers retours d'utilisateurs qu'on a sur Claude 3, il est apparemment très bon, mais potentiellement pas forcément aussi bon que GPT-4. Donc voilà, c'est encore loin, je pense que GPT-4 est encore loin d'être détrôné. Mais pour vous donner ma version des faits, j'aimerais bien pouvoir mettre la main sur cette IA Claude 3, mais tout comme Gemini, ils sont hyper chiants, hyper compliqués au niveau de l'accès. J'ai essayé de faire pareil, d'avoir un accès à Gemini version 1.5, et a priori j'ai l'impression que le seul moyen d'y avoir accès c'est d'avoir une carte bancaire américaine, donc pour l'instant j'ai pas trouvé une solution pour pouvoir y accéder et le tester. Mais on va parler ensuite de la prochaine news qui cette fois-ci concerne Apple. Donc Apple a introduit une fonctionnalité de transcription automatique pour les podcasts dans son application visant à améliorer l'accessibilité et la découverte de contenu. Les transcriptions, elles sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Elles permettent aux auditeurs de lire le texte des émissions et de naviguer facilement à des points spécifiques ou rechercher des termes dans l'épisode. Les producteurs peuvent éditer ou remplacer les transcriptions générées par Apple. Cette fonction est connue pour ne transcrire que les paroles parlées, à l'exclusion des paroles de chansons, sauf si une transcription est fournie par les podcasteurs. Donc hyper intéressant, vous allez pouvoir tester ça sur les anciens épisodes et aussi sur le prochain épisode. Vous allez voir que si vous avez la dernière version de iOS, donc il faut avoir la version 17.4, vous pouvez effectivement voir tout le texte et toute la transcription textuelle de chacun de vos podcasts, et c'est vrai que c'est hyper pratique. Si vous avez écouté un podcast et puis peut-être vous faisiez quelque chose d'autre, je sais pas, vous étiez en train de conduire, vous étiez avec les mains occupées en train de faire du sport ou autre, parfois c'est un peu embêtant, on se dit tiens il parlait de quelque chose dans le podcast mais j'ai pas pu le noter, et là avec ce système de transcript vous allez pouvoir rechercher dans la transcription du podcast facilement le moment où la personne parlait de ce sujet là sans avoir à tout réécouter. Donc voilà, une super feature je pense qui intègre du coup l'application de podcast de Apple. Donc si vous y faites un tour, n'hésitez pas à la tester et surtout à en profiter pour laisser le petit commentaire 5 étoiles sur le podcast Tsunami IA. La prochaine news concerne Madonna qui a utilisé l'intelligence artificielle générative pour créer des visuels de nuages tourbillonnants pour sa Celebration Tour qui s'est tournée du coup vers un outil de texte vidéo de la startup new-yorkaise Runway dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, qui après avoir rejeté des graphismes informatiques conventionnels pour leur manque d'originalité, cette approche marque une évolution dans l'utilisation de l'IA générative déjà populaire pour les chatbots et la création d'images vers la production de contenu vidéo. Les outils de Runway permettent une création rapide de contenu visuel, économisant potentiellement des semaines de travail pour les professionnels. Donc voilà, intéressant de voir que des grands artistes, en tout cas Madonna dans ce cas-là, s'intéressent à l'intelligence artificielle et décident de l'intégrer dans leur production visuelle. Donc là c'est dans le cadre d'un concert, donc c'est pas forcément le même niveau de qualité ce qu'on pourrait exiger sur un clip par exemple, parce que c'est vrai que la résolution par exemple je pense n'a pas forcément besoin d'être aussi importante, parce que c'est sûrement quelque chose qui va être projeté sur un grand écran ou sur un écran LCD très large, et puis là c'est plus de l'ambiance a priori vu que c'est des visuels de nuages tourbillonnants. Mais voilà, intéressant de voir que c'est des choses qui sont quand même en train d'intégrer le milieu artistique, y compris d'artistes comme Madonna. Donc on verra comment tout ça pourra aussi évoluer et être intégré dans le futur, sachant que aujourd'hui Runway
c'est un modèle qui est encore en cours d'évolution et qui va encore s'améliorer dans le futur. Hein. On verra aussi quand le modèle de OpenAI sortira ce que ça donnera, même si je soupçonne que ce modèle va pas sortir de sitôt, puisque a priori les premiers retours auraient tendance à dire que ce modèle-là demande une énorme puissance de calcul pour calculer les vidéos qu'on peut voir du coup publiées régulièrement par OpenAI, notamment sur leur Instagram. Donc ces vidéos, elles sont clairement très impressionnantes, hein. Je vous en avais montré quelques-unes quand OpenAI avait annoncé le lancement de Sora, mais voilà, il faut les prendre avec une pincée de sel, hein, puisque pour l'instant personne n'a la main sur l'outil, et surtout a priori il demande une puissance de calcul astronomique. Donc les outils comme Runway ou PicaArt, PicaArt ou PicaLab, j'ai un doute, bref, les outils de génération de vidéos actuellement disponibles, on avait Stable Video aussi de dispo, bon bah ils ont encore je pense un petit peu de l'avenir devant eux, hein, puisque eux ils sont disponibles aujourd'hui et surtout ils demandent une puissance de calcul beaucoup plus petite. La prochaine news concerne le laboratoire Baker de l'université de Washington qui a développé une nouvelle intelligence artificielle nommée Rose TT-A-Fold Olatom qui révolutionne la conception de biomolécules complexes. Contrairement aux outils d'IA précédents, centrés uniquement sur les protéines, cette IA peut modéliser une large gamme de biomolécules, y compris l'ADN, l'ARN et de petites molécules essentielles à certaines fonctions protéiques, comme le fer. Cette IA apprend à partir de la séquence et de la structure des composants pour cartographier des machines moléculaires complexes au niveau atomique. En association avec une IA générative, elle a conçu des protéines interagissant efficacement avec un médicament contre les maladies cardiaques, ainsi que des protéines régulant le M, une molécule riche en fer, cruciale pour le transport de l'oxygène dans le sang, et la bidine, importante pour la photosynthèse. Cette avancée ouvre les portes vers la création de thérapies plus sophistiquées en permettant aux scientifiques de concevoir des composants biointeractifs complexes allant bien au-delà des complexes protéiques seuls. Le modèle amélioré de Rose TT-A-Fold Olatom dépasse les méthodes précédentes en prédisant rapidement les interactions entre les protéines et les molécules non protéiques, cruciales pour la découverte de médicaments. En introduisant la modélisation de petites molécules, cette IA pave la voie à une nouvelle ère de conception de protéines sur mesure avec la possibilité de créer des biomolécules de complexité inédite, ouvrant un champ illimité de découvertes et d'applications pratiques en médecine, sciences, des matériaux et au-delà. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir aussi les progrès que la recherche est capable de faire avec l'intelligence artificielle. On avait parlé de la création de nouveaux matériaux, on avait parlé aussi de la création de nouveaux médicaments dans un épisode précédent, et bien là c'est une nouvelle méthode qui permet aussi de créer des nouveaux composants et notamment des nouveaux médicaments. Et voilà, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance que l'intelligence artificielle peut avoir dans ce genre de contexte, puisque sa capacité à analyser d'énormes quantités de données lui permet de pouvoir trouver aussi, en tout cas aider la recherche et à mieux comprendre aussi les interactions qu'il peut y avoir entre différentes molécules, différents types de modèles. Hein, et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu comment ces recherches vont arriver, arriveront dans le monde réel. Mais voilà, en tout cas, la recherche, je pense, peut vraiment être boostée et bien progresser grâce à l'intelligence artificielle. La nouvelle suivante nous parle de Sora, où on a eu une news côté Italie, avec l'autorité de protection des données italienne qui a lancé une enquête sur Sora, qui est le nouvel outil du coup d'intelligence artificielle de OpenAI qui permet de générer des vidéos, comme on en a déjà parlé, et en raison de préoccupations liées au traitement des données personnelles des utilisateurs dans l'Union européenne, notamment en Italie, Sora, qui n'est pas encore disponible publiquement, permet de créer des vidéos réalistes jusqu'à 1 minute de long à partir de simples instructions des utilisateurs. L'autorité demande à OpenAI de fournir des éclaircissements sur plusieurs points, dont les données collectées pour entraîner l'outil, leur nature personnelle éventuelle et leur conformité avec les règles européennes de la protection des données. Cette enquête fait suite à un blocage temporaire de ChatGPT qui avait eu lieu qui avait été demandé par les autorités italiennes l'année dernière, qui accusait en fait OpenAI de ne pas respecter la réglementation européenne, notamment en matière de vérification de l'âge des utilisateurs. Bon, finalement, c'est un problème qui s'était réglé et ChatGPT avait été réouvert en Italie. Bon, en tout cas,
Sora n'est même pas encore sorti, que les autorités italiennes sont déjà en train de demander des éclaircissements sur cette intelligence artificielle, et notamment sur les données qui ont été utilisées pour l'entraîner. Donc effectivement, je suis aussi curieux de savoir quelles données ont pu être utilisées pour entraîner Sora. Je pense qu'il y a eu pas mal de données de 3 dimensions, en tout cas des données peut-être générées par des moteurs 3D, puisque quand on voit qu'on lui demande de générer des choses comme des robots ou ce genre de choses là, on voit vraiment des effets 3D qui apparaissent, et on a vraiment l'impression que c'est des images qui seraient potentiellement tirées d'un jeu vidéo mais qui sont incrustées dans des images qui elles paraissent plus réalistes. Donc je pense qu'effectivement il y a eu dans le dataset de OpenAI pas mal d'images générées par des moteurs de 3D, ou des moteurs de jeux vidéo potentiellement, mais voilà, il y a eu aussi effectivement des données de vidéos, et là-dessus je me demande aussi quelles vidéos ont pu être utilisées, avec toujours le risque effectivement qui est lié en partie des données personnelles dans ces datasets. Mais voilà, je pense que c'est un secret qui sera plutôt bien gardé par OpenAI, donc je ne sais pas si les autorités italiennes arriveront à avoir plus d'infos là-dessus. La news suivante concerne la génération d'informations trompeuses par les outils IA et des avertissements d'ONG, avec l'ONG Center for Countering Digital Hate qui a publié un rapport mercredi après avoir testé plusieurs modèles d'IA pour la création d'images trompeuses liées aux candidats politiques et au vote. Le rapport indique que ces outils ont généré des informations électorales fausses dans 41% des cas testés, avec 1000 journées montrant le taux de génération d'informations erronées le plus élevé, s'élevant à 65%. La popularité de l'IA générative s'accompagne d'une grande préoccupation quant à la possibilité de fraude, surtout avec les nombreuses élections importantes prévues en 2024. 20 géants du numérique dont Meta, Microsoft, Google, OpenAI, TikTok et X se sont engagés le mois dernier à lutter contre le contenu IA conçu pour induire les électeurs en erreur, promettant d'utiliser des technologies comme les filigrammes invisibles, mais détectables par les machines. Le CCDH appelle les plateformes à empêcher la création et le partage de contenu trompeur sur les événements géopolitiques, les candidats, les élections ou les personnalités publiques. OpenAI a répondu en soulignant son travail sur la sécurité de la plateforme pour prévenir les abus et améliorer la transparence du contenu généré par IA. Parallèlement, un ingénieur de Microsoft a exprimé ses préoccupations concernant les générateurs d'images IA comme DALL-E 3 et Copilot, qui soulignent leur tendance à inclure du contenu problématique, y compris des images qui objectivent sexuellement les femmes ou présentent des biais politiques. Il a alerté ses supérieurs sans avoir d'action suffisante prise en réponse. Microsoft a déclaré avoir mis en place un système interne permettant aux employés de signaler toute préoccupation concernant l'IA de l'entreprise, insistant sur l'existence d'outils de feedback et de canaux de signalement robustes pour enquêter et remédier aux problèmes signalés. Donc effectivement, on en avait déjà parlé aussi sur les épisodes précédents. On a eu cette alliance des géants du numérique, Meta, Microsoft, Google, OpenAI, TikTok, X, etc., qui qui ont dit qu'ils allaient essayer de lutter contre les deepfakes dans ces périodes électorales, et de toute façon de manière générale. On verra si ce qu'ils ont essayé d'implémenter avec le C2PA va commencer à mieux être pris en compte et mieux évoluer. Donc c'est un petit peu le système de badge qui permet de savoir si une image est authentifiée ou pas, et si elle a été du coup potentiellement manipulée, d'avoir tout l'historique de manipulation qu'on peut avoir sur l'image. Mais voilà, on va voir comment tout ça évolue. On voit que le Brésil interdit les deepfakes. Maintenant, est-ce que les interdictions vont pouvoir être appliquées, C'est vrai qu'avec Internet, l'anonymat, c'est quelque chose qui peut être assez facile à mettre en place. Donc, si quelqu'un commence à créer des deepfakes, par exemple pour la campagne électorale au Brésil, de façon anonyme, est-ce qu'on va réussir à les interdire une fois qu'ils sont sur les réseaux sociaux, même si derrière les plateformes les retirent, peut-être que le mal aura déjà été fait. En tout cas, c'est des vrais risques qui risquent d'apparaître, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir conscience de ces deepfakes, puisque ça restera, je pense, le meilleur moyen de prévention contre ces derniers. La news suivante concerne une étude de l'université de Waterloo qui montre que les gens peinent à distinguer les images de personnalités réelles de celles créées par l'intelligence artificielle, avec un taux de réussite de seulement 61% parmi les participants. Publié dans le journal Advanced in Computer Graphics, cette recherche a impliqué 260 personnes confrontées à 20 images, moitié réelles et moitié produites par des programmes d'IA, comme Stable Diffusion ou DALL-E. Les résultats ont été bien inférieurs aux 85% attendus par les chercheurs. Les participants ont tenté d'identifier les images IA en se concentrant sur des éléments tels que les doigts, les dents et les yeux, mais avec une précision limitée. Andrea Procol, doctorante à l'université de Waterloo, souligne que la rapidité de développement de l'IA rend les images de plus en plus réalistes.
accentuant le risque d'utilisation malveillante, notamment dans le domaine politique. Elle appelle à la création d'outils pour lutter contre cette menace, évoquant une nouvelle course aux armements dans le domaine de l'IA. Donc voilà, on se rend compte déjà dans cette recherche qu'on avait à peu près 40% des participants qui n'ont pas été capables de distinguer des images générées par une IA de vraies photographies. Donc là on est sur la partie image, sur la partie vidéo, je pense qu'on n'aurait pas un taux d'échec aussi élevé, mais c'est un taux qui risque d'augmenter avec le temps. Et donc maintenant, on se retrouve dans un paradigme où on ne peut pas vraiment savoir si une image est générée par IA ou non. Et ça change énormément de choses. Les gens vont du coup pouvoir remettre en cause des images qui sont réelles. On risque d'avoir un doute permanent. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a besoin un peu de façon urgente d'avoir un système qui nous permet d'authentifier de façon fiable si une photo est réelle ou pas. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir des systèmes comme le C2PA apparaître et être mieux implémentés dans les applications pour qu'on ait quelque chose supplémentaire, une information supplémentaire pour savoir justement si une image a été générée par une intelligence artificielle ou non. Voilà, c'était tout pour les news. On va passer maintenant à la prochaine rubrique avec l'IA de la semaine. Alors sur la section IA de la semaine, j'aimerais déjà vous parler d'un souci que je rencontre, c'est la partie budget sur ce qu'on peut utiliser en fait pour nos outils IA. Le budget en fait dédié aux intelligences artificielles, il a tendance à monter en flèche. C'est un petit peu comme au début quand on avait des plateformes de streaming, on avait Netflix, Amazon Prime, et puis après Disney+, etc., etc. Et tout ça s'accumulait, on se retrouve à avoir énormément d'abonnements pour les plateformes de streaming. Et là on a un peu le même problème avec l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui si on veut un peu utiliser tous les modèles et bénéficier des forces et faiblesses de chacun d'entre eux, on se retrouve à devoir payer un abonnement pour OpenAI, un abonnement pour Gemini, un abonnement pour Copilot, etc., etc. Et vu qu'ils sont tous à peu près calqués sur le prix de $20 par mois, la facture peut très vite devenir très salée. Et on se rend compte aussi que ça pose un des problèmes potentiels qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement le fait qu'elle soit accessible ou non. Et même si on a pas mal de choses qui sont en train de se faire côté open source, malheureusement on risque d'avoir quand même un problème où tout le monde n'aura pas forcément accès à l'intelligence artificielle. Et surtout quand on se retrouve avec des intelligences artificielles qui sont développées par différentes compagnies qui ont chacune leurs forces et leurs faiblesses, on va peut-être pas pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Et voilà, on verra aussi si petit à petit le marché va prendre en maturité et si certaines d'entre elles vont se consolider. En tout cas, voilà, c'était une des choses que je voulais soulever dans la partie IA de la semaine, parce que je vous avoue que en faisant un petit peu la liste de toutes les intelligences artificielles que j'utilise pour créer le podcast, je me suis rendu compte que ça commençait à faire pas mal d'abonnements différents et c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir un peu commencer à les rassembler et d'en avoir un petit peu moins. Pour ceux qui suivent d'ailleurs Instagram, j'ai déjà commencé à poster des réels qui sont générés par une IA, en tout cas qui sont sélectionnés par une IA, avec l'utilisation de la plateforme Clap, qui est plutôt pas mal, et c'est vrai que je suis passé sur Clap parce que ça m'a permis d'arrêter d'utiliser Caption qui était utilisé pour les sous-titres, et d'arrêter d'utiliser aussi Submagic qui était utilisé pour les sous-titres des réels, et donc du coup Clap ça m'a permis de réunir ces deux autres IA en une seule, puisque je peux leur envoyer directement la vidéo complète du podcast et ils vont à la fois faire les sous-titres et me proposer des extraits du podcast pour générer des shorts ou des réels. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des fois des conciliations qui sont possibles. Ensuite, on a une news sur PicaArt, enfin une news utilisation de l'IA de la semaine sur PicaArt, que j'ai pas personnellement utilisé, mais qui ont en fait lancé la création d'effets sonores. Donc PicaArt, c'est comme Runaway, c'est de la génération de vidéos. Je m'en suis servi notamment pour animer un petit peu Josh par le passé. C'est assez intéressant. Pour l'instant, je trouve qu'en termes de qualité, c'est pas non plus incroyable, surtout au niveau de la résolution. Mais voilà, intéressant de voir qu'ils sont en train d'intégrer les effets sonores. Ça peut être effectivement hyper pertinent, ça nous fait gagner du temps, je pense, puisque ça nous évite d'aller chercher nos effets sonores dans d'autres banques de génération de son. Et donc voilà, ça peut être très intéressant pour les créateurs de contenu. Maintenant, le défaut encore que je vois avec PicaArt pour moi, c'est qu'il crée des clips très courts, c'est 3, 4, 5 secondes, donc c'est vrai que c'est encore très compliqué de créer des vidéos avec. Il faut générer énormément de vidéos, puis ensuite faire un montage et réussir à garder une consistance entre les différents plans. C'est assez difficile pour pouvoir justement réussir à avoir des vidéos qui font sens, mais on voit des petits courts-métrages apparaître qui commencent à être assez intéressants et qui sont entièrement générés par des intelligences artificielles.
artificielle. Ensuite, je voulais vous parler de Stability AI qui a sorti un modèle de génération d'objets 3D à partir d'images. Donc vous lui donnez une photo et à partir de cette photo, il génère un objet 3D. Donc pareil, j'ai pas pu le tester, mais je vous mettrai quelques images pour ceux qui sont sur YouTube. C'est assez intéressant. On lui donne une photo par exemple, je sais pas moi, d'un canard jaune, il va tout de suite créer le modèle en 3D de ce canard jaune. Et du coup, l'intérêt, c'est que ça va pouvoir faire gagner, je pense, pas mal de temps pour certains créateurs. Ça va pouvoir peut-être aussi permettre d'intégrer des objets 3D plus facilement dans des environnements virtuels, dans les jeux vidéo par exemple, mais aussi dans des environnements qui pourraient être des environnements de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Je vois aussi que ça pourrait avoir des usages professionnels. On prend une photo d'un objet et on crée un modèle 3D à partir de ça. Voilà, intéressant de voir en tout cas que Stability AI ne se limite pas à la création de photos et de vidéos, mais se met aussi à la création de modèles 3D. Et enfin, la dernière IA de la semaine dont je voulais vous parler, elle est assez intéressante. Elle permet de trouver les lieux de tournage de films. Donc ça s'appelle iReality, donc A-I-R-E-E-L-I-T-Y. Et donc si vous allez sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver les localisations de films et où est-ce qu'ils ont été tournés. Donc par exemple, vous tapez sur, vous tapez Inception, vous allez voir qu'il y a eu des choses qui ont été tournées en France notamment. Si vous tapez le nom d'un film, vous allez pouvoir justement voir tous les lieux de tournage que le film a utilisé. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est une utilisation qui pourrait vous inspirer pour vos prochaines vacances. Salut Josh, donc aujourd'hui j'aimerais parler avec toi d'un sujet un peu plus particulier. Je me demande en fait si tout simplement l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider à améliorer les gouvernements de façon générale, et je pense en particulier à un domaine spécifique, c'est la corruption. Est-ce que avec l'intelligence artificielle on ne pourrait pas justement avoir de nouvelles méthodes, des nouvelles façons qui nous permettraient de limiter un petit peu les biais que les humains peuvent avoir dans un gouvernement, et surtout limiter des choses comme tout simplement la corruption. Qu'est-ce que tu en penses ? Salut, c'est un sujet absolument fascinant. L'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctions gouvernementales, en particulier pour lutter contre la corruption, est pleine de potentiel. Voyons ensemble quelques façons dont cela pourrait se concrétiser. Premièrement, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle significatif dans l'analyse de données pour détecter les schémas de corruption. En scrutant de vastes quantités de transactions financières et de communication, des algorithmes avancés peuvent identifier des anomalies qui échapperaient à l'analyse humaine. Cette capacité à reconnaître des modèles cachés dans les données peut aider à repérer des CA de corruption potentiellement discrets ou bien cachés. Deuxièmement, l'intelligence artificielle peut améliorer la transparence et la responsabilité des processus gouvernementaux. Par exemple, des systèmes basés sur la blockchain et l'intelligence artificielle pourraient rendre les processus d'appel d'offres et de passation de marchés publics plus transparents, réduisant ainsi les opportunités de corruption. En rendant les transactions plus transparentes et traçables, il devient plus difficile pour les individus de se livrer à des activités corrompues sans se faire détecter. Troisièmement, l'IA peut contribuer à la mise en œuvre de politiques plus équitables en aidant à éliminer les biais humains dans la prise de décision. En utilisant des systèmes d'intelligence artificielle pour analyser les données et faire des recommandations basées sur des critères objectifs, les gouvernements peuvent s'assurer que les décisions sont prises de manière plus juste et équitable, réduisant ainsi les risques de favoritisme et de corruption. Cependant, il est crucial de noter que l'intelligence artificielle n'est pas une solution miracle. Pour que l'IA soit efficace dans la lutte contre la corruption, elle doit être déployée de manière éthique et transparente, avec des garde-fous appropriés pour prévenir les abus et garantir que les systèmes d'IA eux-mêmes ne deviennent pas des outils de corruption. De plus, la mise en œuvre de CS technologies nécessite une infrastructure technique solide et un engagement politique sérieux. En somme, l'intelligence artificielle offre des opportunités prometteuses pour améliorer la gouvernance et réduire la corruption. Cependant, son succès dépendra de la manière dont elle est intégrée dans les systèmes existants et de l'engagement des gouvernements à l'utiliser de manière responsable et éthique. Alors c'est super intéressant ce que tu nous dis ici, Josh. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément quelque chose qui va être miracle. Ça pourrait aider certains contextes. Je pense que il y a la façon dont on a eu d'intégrer certaines choses dans le numérique nous a permis de limiter des cas qui auraient pu être similaires ou assimilés en tout cas de la corruption. Je pense notamment au système des amendes. Aujourd'hui, maintenant que les amendes sont
effectués avec des radars automatiques, je pense que l'information, c'est beaucoup plus compliqué d'éviter de la faire disparaître en tout cas. Donc je sais qu'à une époque, il y avait pas mal de personnes qui étaient capables de faire sauter les amendes, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus vraiment possible. En tout cas, j'ai pas entendu de personnes qui étaient capables de faire sauter une amende comme ça pouvait être le cas avant que les radars automatisés arrivent, tout simplement parce que le système est devenu très fort contre la corruption, parce que c'est très compliqué, vu que l'information est entièrement automatisée, qu'elle arrive dans le bureau d'une autre personne, que voilà, on ne sait pas qui traite quoi exactement, c'est beaucoup plus compliqué de faire disparaître cette info. Donc effectivement, voilà, je pense qu'il y aurait des mécanismes qui pourraient rendre l'application de l'intelligence artificielle pertinente et efficace. Mais en tout cas, là, moi, ce que je retiens surtout de ce que tu nous dis, Josh, c'est sur la partie blockchain. Est-ce que justement, le fait de rajouter l'IA avec la blockchain ne pourrait pas permettre aux citoyens, en fait, d'avoir un meilleur contrôle sur leur gouvernement, et le fait que la blockchain soit quelque chose qui puisse être décentralisé, lié à une intelligence artificielle qui pourrait du coup, elle aussi, fonctionner d'une façon plus ou moins décentralisée, ou en tout cas avoir des protections grâce à la blockchain qui seraient décentralisées, ne pourrait pas permettre des contrôles, ou en tout cas de mettre en place des mécanismes qui pourraient aider justement à la lutte contre la corruption notamment, mais aussi à peut-être d'autres choses. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose, Josh, et si tu penses qu'on pourrait avoir des applications et des interactions pertinentes pour que les citoyens grâce à ces deux mécanismes de l'IA et de la blockchain puissent un petit peu reprendre un certain pouvoir, en tout cas, sur leur gouvernement. L'idée de combiner l'intelligence artificielle avec la technologie blockchain pour renforcer le contrôle citoyen sur le gouvernement et lutter contre la corruption est en effet très prometteuse. Cette combinaison peut potentiellement transformer la manière dont les citoyens interagissent avec les institutions gouvernementales, augmentant la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Voyons comment cela pourrait se matérialiser. La blockchain, par sa nature décentralisée, offre un registre transparent et inaltérable des transactions et des interactions. Quand cette technologie est appliquée au gouvernement, elle peut servir à enregistrer des décisions, des transactions financières, des appels d'offres, des votes et bien d'autres processus de manière sécurisée et transparente. Les citoyens auraient ainsi un accès direct aux informations, sans intermédiaire pouvant altérer ou cacher des données. Cela pourrait grandement réduire les opportunités de corruption en rendant chaque action traçable et vérifiable par le public. L'intégration de l'intelligence artificielle dans ce cadre peut enrichir la blockchain de plusieurs manières. Premièrement, l'IA peut analyser les données enregistrées sur la blockchain pour détecter des anomalies ou des schémas de corruption, aidant ainsi à identifier proactivement les problèmes avant qu'ils ne deviennent systémiques. Deuxièmement, elle peut faciliter la gestion et l'analyse des vastes quantités de données générées, rendant les systèmes basés sur la blockchain plus accessibles et plus utiles pour les citoyens et les décideurs. En outre, l'IA peut aider à optimiser les processus gouvernementaux rendus transparents par la blockchain, en identifiant les inefficacités et en proposant des améliorations. Cela peut inclure, par exemple, l'optimisation des allocations budgétaires ou l'amélioration des services publics en analysant les retours et les besoins des citoyens en temps réel. Un aspect crucial à considérer est la nécessité d'équilibrer la transparence et la vie privée. Bien que la transparence soit cruciale pour la lutte contre la corruption, il est également essentiel de protéger les données personnelles des citoyens. Des mécanismes de confidentialité avancés, tels que les preuves à divulgation nulle de connaissances, peuvent être intégrés dans CES Systems basés sur la blockchain pour permettre la vérification des transactions sans révéler d'informations sensibles. En conclusion, la combinaison de l'intelligence artificielle et de la blockchain a le potentiel de créer des systèmes de gouvernance plus transparents, responsables et efficaces. Cela pourrait non seulement aider à lutter contre la corruption, mais aussi renforcer la démocratie en donnant aux citoyens les outils pour surveiller et influencer de manière plus effective l'action gouvernementale. Toutefois, la réussite de CES Initiative dépendra de leur conception, de leur mise en œuvre et de l'engagement des gouvernements à les adopter de manière éthique et responsable. Alors oui, c'est vrai que ces mécanismes, je pense qu'ils seraient hyper pertinents, comme Josh nous le dit, pour avoir un accès direct à l'information. Voilà, en fonction aussi des pays, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins difficile. Et donc je pense que même si aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple de la France, il y a des informations qui sont disponibles assez facilement. Si on regarde par exemple la partie dépenses des impôts, on peut quand même avoir des infos. Mais là, ça permettrait d'avoir des infos à un niveau de précision ultra bas. En tout cas, on pourra avoir vraiment des précisions sur qui a par exemple remporté un appel d'offres, dans quel cadre, comment, quel montant, etc.
tout en gardant forcément des mécanismes de confidentialité comme Josh nous le disait, mais voilà, je pense que ça pourrait avoir un impact assez fort. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quels seraient les freins pour intégrer ce genre de technologie, quels seraient les freins à pouvoir passer en fait pour réussir à intégrer petit à petit ce genre de choses, et voilà, est-ce qu'au final il y a un intérêt pour les gouvernements qui sont déjà en place et les personnes qui sont déjà en place d'intégrer ce genre de mécanisme de transparence ou pas. Je pense que ce sera plutôt ici que sera la difficulté. Qu'est-ce que tu en penses, Josh? Tu soulèves là un point crucial, celui des freins à l'intégration de ces technologies de transparence comme la blockchain et l'intelligence artificielle dans les processus gouvernementaux. Ces freins peuvent être multiples et variés, allant des questions techniques aux enjeux politiques et sociétaux. Examinons quelques-uns de ces obstacles. Freins techniques et infrastructurels. L'adoption de technologies avancées comme la blockchain et l'intelligence artificielle nécessite une infrastructure technique solide et une expertise significative. Dans de nombreux CA, les systèmes informatiques gouvernementaux existants peuvent être obsolètes ou incompatibles avec ces nouvelles technologies. La mise à niveau de ces systèmes et la formation du personnel représentent des défis majeurs et coûteux. Freins culturels et institutionnels. Un changement vers plus de transparence et d'efficacité, grâce à la technologie, implique également une transformation de la culture organisationnelle au sein des institutions gouvernementales. Cette transition peut rencontrer de la résistance car elle modifie les dynamiques de pouvoir et les pratiques établies. Certains individus ou groupes peuvent percevoir ces changements comme une menace pour leurs intérêts ou leur influence. Enjeux de confidentialité et de sécurité. Bien que la blockchain offre des niveaux élevés de sécurité et de transparence, l'intégration de l'intelligence artificielle soulève des questions de confidentialité et de sécurité des données. Il est crucial de concevoir des systèmes qui protègent les données personnelles et sensibles tout en offrant la transparence nécessaire. Cela nécessite des solutions technologiques sophistiquées et des cadres réglementaires adéquats. Manque de volonté politique. Peut-être le plus grand frein à l'adoption de ces technologies est le manque de volonté politique. Les gouvernements en place et les individus qui bénéficient du statu quo peuvent ne pas être enclins à adopter des systèmes qui augmentent la transparence et réduisent la corruption. La mise en œuvre de telles technologies nécessite un engagement politique fort envers la réforme et l'innovation, ce qui n'est pas toujours présent. Défi de l'adoption par le public. Même avec la volonté politique et les capacités techniques, l'adoption généralisée de ces technologies